Zef Laouen, Gmataf Ozgdov, une radio, un espace de communication et d'échange où nous émettons, nous exprimons nos opinions en toute franchise. Ils sont retenus, bien entendu, tout en étant prudents, parce que l'État, à travers les institutions qu'il manipule le mieux, attendent des procès euh, à toute personne qui oserait dire la vérité, aussi petite, aussi simple, aussi ordinaire soit-elle. La région de Kabylie, encore une fois la Kabylie, cette terre combien convoitée par l'oligarchie, puisque c'est l'une des rares maintenant qui reste, malheureusement, l'une des rares qui reste hors de portée oui, de sa manipulation, l'une des rares terres et régions qui résistent encore à l'oligarchie, vient d'être victime d'un ensemble d'incendies ou d'un gigantesque incendie qui a touché pratiquement tout le territoire du moins de la wilaya de Toulouse. Alors, si nous voulons chercher à comprendre ou essayer de décider les tenants et les aboutissants, comme d'ailleurs dans toutes les autres affaires, même quand on devait résoudre un problème pédagogique ou d'enseignement, nous devons toujours ne pas perdre de vue les fameuses The Five Questions, c'est-à-dire les fameuses 5 questions les plus importantes, à savoir why, where, how, what, etc. Nous devons donc nous poser la question où, quand, pourquoi, comment et par qui. Et cette tragédie, à travers les incendies connus principalement la région de Fort National et Michelet, et maintenant Benidouala, Bouzgun et tout récemment Wadia, après Wassif, et il y a 4 jours, donc Bourni, Drel, Mizan, depuis hier, donc Matka, etc., nous interpellent. Et nous voulons, comme à chaque fois, essayer de percer le secret de cette tragédie, de cette politique de terre brûlée pratiquée par l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, l'information, le temps, et ceux qui, surtout, peuvent acheter des voix et des personnes influentes. Alors, il y a effectivement 2 questions principales. Pour vraiment comprendre ce qui vient de se passer et qui a coûté la vie, on vient juste d'enterrer 19 personnes le même jour. Il a fallu faire recours à des moyens mécaniques, c'est-à-dire à un poclin pour creuser les tombes, parce que les gens d'abord ne peuvent pas creuser autant de tombes à la fois, et aussi ils sont sur d'autres fronts, c'est-à-dire ils sont en train d'éteindre les feux, sont en train d'acheminer les denrées, ils sont en train de nettoyer pour pouvoir laisser passage aux familles, aux rescapés de venir voir ce qui s'est passé dans leur maison, pratiquement brûlé à pratiquement 60 à 80% et détruite. Donc ils ne peuvent pas être sur 3 fronts à la fois.
19 personnes d'affilée. Il y a en tout plus de 30 morts maintenant. D'un autre côté, dans une autre daïra, il y a eu mort, nous dit-on, de militaires appelés, c'est-à-dire les enfants du peuple, et puis le tragique, comme si ça ne suffisait pas comme drame régional et national, il a fallu le pire, à savoir la calcination d'un jeune en plein centre-ville. Pour donc comprendre toutes ces étapes qui, pour moi, sont associées, et pour les comprendre, nous devons essayer d'expliquer l'ensemble de tout le phénomène. C'est-à-dire que pour moi, l'assassinat de l'artiste Djamel Ben Ismail, pour élucider cette affaire, il ne peut pas être détaché de l'explication du phénomène des incendies. Et les incendies ne peuvent pas être expliqués, à mon sens, séparément de la question kabyle, c'est-à-dire de la dimension politique posée aujourd'hui en Algérie à travers l'insurrection citoyenne, mais à travers tous les mouvements sociaux depuis l'indépendance, à savoir la démocratisation des institutions de l'État et le départ de tous ceux qui ont les mains sales et les gens qui sont reprochables. Alors il y a deux façons. Ou bien nous devons savoir qui sont ceux qui sont derrière. Et à travers les personnes et en connaissant leurs intentions et leur passé, leur profil et leur appartenance, nous pouvons automatiquement comprendre leurs intentions. Ou alors, nous pouvons essayer de deviner ou de chercher après quelles étaient leurs intentions pour comprendre qui sont ceux qui sont derrière. C'est l'histoire, c'est la dichotomie, c'est l'éternelle question de la poule et de l'œuf. Nous allons essayer partiellement de répondre aux deux questions, qui sont des questions fondamentales. Qui et pourquoi? Pour le reste, effectivement, ils sont d'une importance secondaire, et puis les réponses sont presque évidentes, ils vont découler d'elles-mêmes. Ceux qui ont incendié volontairement et de façon meurtrière et dans l'intention de tuer et de provoquer des sabotages, ce sont des gens qui en veulent à la Kabylie, qui idéologiquement sont contre le projet de société véhiculé par la pensée kabyle. La pensée kabyle qui a libéré l'Algérie du colonialisme, c'est-à-dire qui a contribué à l'instar de plusieurs autres régions. La pensée kabyle qui a été protectrice d'un islam tolérant et séculaire, mais séculier. La pensée kabyle qui a été toujours progressiste et qui a porté en elle, puisque la kabbylité est le prolongement de la mazirité,
et que la majorité est le prolongement de la pensée de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen comme socle civilisationnel. Cette pensée kabyle qui a toujours porté en elle-même cette incontournable aspiration et inconditionnelle volonté de s'approprier les libertés individuelles et collectives et les droits humains pour que chacun puisse s'épanouir selon ses capacités et selon sa volonté. L'émancipation de la citoyenneté, il est exercé et il est assumé dans tous les discours kabylistes ou alors de la pensée kabyle, mais finalement, c'est juste que la Kabylie est un territoire, disons, libéré. Je suis convaincu, et nous avons des preuves, qu'à travers tout le territoire national, toutes les régions ont, du moins sur le plan philosophique, le même fond de pensée que la pensée kabyle. Qu'un Chaoui qui assume sa dimension de Chaoui pense profondément comme pense le Kabyle, et le Mozabite, et le Touareg, et les Chleur, et les Chenouis, et toutes les différentes populations en Algérie. Maintenant, s'il y a d'autres populations en Algérie que je n'ai pas citées et qui ne veulent pas s'assumer, s'ils veulent être clandestines tout en étant au plus haut sommet du pouvoir, qu'ils continuent de faire ça. Mais si j'ai oublié, rappelez-moi et la prochaine fois, je les citerai avec beaucoup d'honneur et de fierté pour appartenir à elle. Parce que l'Algérie, réellement, il y a à peu près 8 sortes de populations. S'ils pensent appartenir au même ancêtre, c'est bien. Sinon, il y a toujours un moyen de vivre en harmonie sans pour autant être de la même race. Nous ne sommes pas, de toute façon, nous les Amazirs, ne sommes pas de ceux qui disent « si tu n'es pas arabe, tu ne rentreras pas au paradis ». Ils ne sont pas comme les latins qui disent « si tu n'as pas le sang bleu, tu n'es pas de la race supérieure ». Et c'est pour ça que nous avons tout l'avenir qui va nous appartenir. Parce que nous sommes beaucoup plus importants que ça sur le plan âme, sur le plan esprit, sur le plan conscience. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, je suis convaincu, et le temps donnera raison à qui a réellement raison. Je suis convaincu que le jeune Djamel n'a pas été calciné ni assassiné par les habitants de l'Arwanatieret. Ils peuvent faire partie de cette foule qui, voyant leurs parents calcinés par les feux, vont effectivement être sur le plan émotionnel dans un état si extrême, un état d'esprit. Ils étaient hors d'eux, au point qu'ils peuvent effectivement s'emporter dans l'injure, dans l'insulte, et cette volonté de voir celui qui est présumé responsable des incendies entre les mains de la sûreté. Parce que nous sommes convaincus encore que la sûreté est réellement une institution qui est impartielle et qui n'est là que pour appliquer les lois de la République et qui n'est pas politisée et qui n'est pas soumise au coup de téléphone. Je pense qu'effectivement la population de Front National a fait le travail de la sûreté en appréhendant le présumé et en surveillant les routes. Comme ça s'est produit hier et avant-hier à 2 heures du matin, j'étais sur les routes. Chaque 200 mètres, il y a 2 jeunes qui surveillent les feux. Nous n'avons ni direction des forêts.
Nous n'avons ni direction de l'agriculture. Nous n'avons ni wali, ni wilaya, ni sûreté, ni conseil de wilaya, ni aucune autre force, du moins de visu. Maintenant, s'ils travaillent dans les souterrains et qu'ils nous protègent, alors pourquoi toute la Kabylie a brûlé jusqu'à même les pierres, jusqu'à même l'acier? Alors, ceux qui ont mis le feu à la Kabylie, ce sont des gens qui sont venus. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'oligarque qui a 10 milliards, qui peut-être n'habite même pas l'Algérie, mais pour lui, dans les papiers, et vis-à-vis des forces étrangères, c'est une terre qui lui appartient et qui la gère. D'ailleurs, c'est lui le commanditaire et c'est lui le donateur et l'ordonnateur. Mais je parle des gens que vivent Facebook et vivent les réseaux sociaux et vivent tous ceux qui filment et qui jettent au niveau de l'Internet, comme ça il sera automatiquement et jusqu'à ce que nous puissions l'utiliser comme preuve et pièce à conviction, tous ces filmages resteront et personne ne pourra les effacer. Mais sinon, nous nous sommes substitués aux forces de l'ordre, nous avons interpellé des personnes suspectes. Nous avons eu raison de penser comme ça, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont mis le feu à nos forêts. Il y a des jardins qui sont à quelques mètres des maisons, ils ont brûlé comme s'il s'agissait d'une mine d'amiante ou de je ne sais quel de mazout ou d'essence, comme s'il s'agissait d'un gisement d'une matière inflammable. Nous avons même des preuves quant à ces capsules que les commanditaires ont jetées de très loin pour que d'une façon programmée, synchronisée, qu'ils prennent feu. Il y a aussi un autre élément. C'est un feu qui nous rappelle les grandes manifestations de 2001, lorsque les forces de sûreté nous frappaient avec de lacrymogène. C'est une odeur suffocante qu'on ne peut pas supporter, même pour un jeune. Que dira-t-on une femme enceinte, un enfant, un vieux? Ce n'est pas un feu volontaire et ce n'est pas des pyromanes, alcooliques, ivrognes, malades qu'on a fait sortir de prison comme l'oligarchie a l'habitude de faire et en échange d'une liberté, allez, vous mettez le feu, 10 allumettes, une feuille, maintenant nous avons 48 degrés. Même avec 50 et 60 degrés à l'ombre, on n'aura pas cette fumée. Je ne parle pas du feu. Le feu peut être provoqué même par quelque chose, même par un animal des fois. Mais par contre, l'odeur de la fumée, ce n'est pas celle du bois naturel, ou du foin, ou alors de la végétation, ou carrément du maquis. Le fait que tout a brûlé et que l'odeur de la fumée provoquée par le feu est insupportable à la respiration, il y a donc un produit qu'on a mélangé pour que même ceux qui essaieront d'éteindre n'arriveront pas. Ici, il y a triple assassinat. Nous avons mis le feu, nous avons mis de la matière, peut-être des gaz moutarde ou d'autres substances qui font que tout va brûler jusqu'à la pierre, jusqu'au béton. Et le troisième, cette fumée insupportable à laquelle on a mélangé des substances pour que personne ne puisse rester dans l'endroit où il y a cette fumée. C'est possible si nous étions dans un pays où les enquêtes se fassent d'une façon correcte.
et objective, c'est possible qu'on découvre que la terre qui a été brûlée sera stérile sur une certaine longueur, le nombre d'années. Nous le verrons avec le temps. Maintenant, le pourquoi. Les gens qui ont commis ça l'ont perpétré pour plusieurs raisons. Nous pouvons nous en citer deux ou trois. Il est important d'occuper la population qui est la plus frondeuse de toutes les populations d'Algérie, celle connue pour son côté anticonformiste vis-à-vis de la dictature et de l'état policier dans lequel nous vivons. Il fallait punir le peuple, surtout que la raison objective existe, à savoir les températures très élevées. Une autre raison, c'est par rapport à la maladie. Il y a effectivement le fameux Covid-19 qui a muté et qui est devenu le Delta. Et le pouvoir s'est frotté les mains en se disant, voilà une maladie offerte pour que nous puissions nous débarrasser de tous ceux qui nous dérangent et qui sont potentiellement un obstacle pour nos desseins et notre projet. Ils n'ont pas réussi pour une simple raison. Selon certaines indiscrétions, les populations du bassin méditerranéen qui se nourrissent d'un certain nombre d'aliments naturels, comme l'oléiculture, toutes les dérivés d'olivier, comme par exemple l'huile d'olive, développent une défense naturelle contre cette maladie. Et c'est vrai, par rapport à tout ce qu'a fait le pouvoir, nous nous sommes plutôt en sortis indemnes. Avec toutes ces marches, avec toute cette promiscuité provoquée dans les bus, dans le travail, dans les polycliniques, dans les urgences, devant le marché pour se procurer un sachet de lait ou pour tout simplement récupérer son maigre salaire devant les postes et les guichets, dans les salles d'attente, et toutes les imprudences dont a fait preuve les institutions de l'État, le manque d'improvisation et d'anticipation sciemment fait juste parce que notre défense naturelle, donc notre système immunitaire, était plutôt coriace. En brûlant la Kabylie, l'oligarchie va enfin enlever aux Kabyles l'une des rares et surtout la plus importante chose qu'ils possèdent, l'huile d'olive. Et tout le monde sait, et c'est la science qui le dit, que l'huile d'olive, celle de 200 mètres d'altitude, ou celle de 10 mètres au-dessous du niveau de la mer, ou celle de 1000 mètres d'altitude, ce n'est pas la même chose, comme d'ailleurs toute chose, c'est normal. Il y a la roche, il y a les minéraux, il y a l'eau, il y a l'exposition au soleil, il y a le vent, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. C'est comme la vigne, c'est comme toute chose. Mais l'huile d'olive, il a ses propriétés. Et c'est ce qui explique pourquoi l'huile d'olive de Kabylie, c'est la plus cotée au niveau national du monde.
Une fois tous les champs de Kabylie n'auront plus d'oliviers, le Kabyle ne pourra plus acheter une huile qui va être très très élevée, c'est-à-dire par rapport au prix. Ils ne seront donc exposés au même titre que tous les autres citoyens. Et le Covid, cette maladie, aura raison de nous. La troisième raison pour laquelle l'oligarchie a brûlé la Kabylie pour se débarrasser de nous, une fois toute la Kabylie est brûlée, comme c'est le cas, je ne suis pas dans la science-fiction, je ne suis pas dans Apocalypse Now. Nous vivons Apocalypse Now, nous le vivons dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de caméra ou alors d'allumer la télévision dans les chaînes connues pour les films fantastiques ou extravagants ou exagérés. C'est réellement la science du futur dans la réalité en Algérie à Fort National. Le décor est infernal. La planète Vénus, c'est celle qui est la plus proche du Soleil, ne pourra pas avoir une température aussi élevée. Je me demande comment, avec une petite branche, c'est tout ce que nous avons, d'arbres à gland, c'est-à-dire le chêne, nous pouvons éteindre un feu qui grandit de plus en plus et qui vient nous emporter et brûler nos habits. Et donc, tout ce qui nous restait, c'était fuir. C'était torride. C'est à 20 mètres, 30 mètres du feu que tu sens l'extrême chaleur te gagner et te pénétrer à l'intérieur du corps. On ne pouvait pas travailler plus de 5 minutes. La relève devait se faire pratiquement chaque 5-10 minutes. Un bonhomme. Alors que je me rappelle des feux ordinaires de par le passé, quand on faisait le débroussage ou le déboisement, ou alors tout simplement, parce que les paysans devaient travailler les champs pour justement gagner leur quotidien, leur pain quotidien. C'était pas la même chose. On pouvait aller jusqu'à 50 cm du feu. On pouvait même rentrer notre main si on avait perdu un objet. Une scie, une hache. On pouvait la récupérer parmi les feux, au milieu des feux, parce que c'est des feux naturels qui venaient du bois. Ce que nous avons vécu depuis une semaine, ce sont des feux qui ne sont pas naturels, qui sont passés par le laboratoire. Les capsules qu'on a récupérées sur les lieux d'incendie doivent être étudiées et analysées dans des laboratoires si réellement nous voulons chercher après les auteurs et les intentions malsaines de ces auteurs. Donc le troisième scénario, je disais, c'était pour que toute la Kabylie brûle. Ensuite, l'État viendra en sauveur, donc l'oligarchie, et proposera des sommes, parce qu'au fait, bientôt, la Kabylie ou alors la Wilayat Ouzou va être déclarée comme zone sinistrée, et il y aura une cagnotte qui va être donc dépêchée, et tous ces PAPoui et tous ces PAPC corrompus qu'ils étaient, tout qu'ils étaient et qu'ils sont encore, viendront se féliciter et puis se dire, ah, voilà, nous avons avec quoi répondre aux déliances de la population, parce que bientôt, les gens viendront à inonder les bureaux des PAPC
pour lui demander ceci et cela, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont assuré leur maison, assuré leur véhicule, assuré leur propriété, leur cheptel, qui vont partir dans les agences d'assurance pour leur dire nous voulons le remboursement. Et dans l'incapacité de faire face à toute cette demande, vu l'étendue de la tragédie, l'État viendra en pompier sauveur pour pallier à un problème qu'il a antérieurement provoqué d'une façon volontaire. Et là, nous proposerons de l'argent à des citoyens. Mettez-vous à la place d'une famille qui a perdu, le Khalijan par exemple, sa maison, sa propriété, le petit cheptel qu'il avait, c'est-à-dire les 2 chèvres ou la vache qui était d'une façon substantielle la source de nourriture. En échange d'un appartement à Oued-Fali, ou je ne sais où, on leur demandait de quitter leur terre. Ils vont le faire volontiers. Il y a la femme qui va ronger la tête de son mari, et les femmes sont capables de tout. Il y a les enfants qui grandissent, qui ont des besoins et des rêves et des ambitions, aussi illusoires soient-elles dans un pays où, mais bon, quand on a 18 ans, on croit toujours pouvoir devenir président de la République. Le père va céder un eftaroir, les commodités, et il va laisser sa parcelle de terre. Et c'est comme ça, petit à petit, que la Kabylie va se dépeupler pour qu'enfin l'oligarchie puisse atteindre son objectif, devenir propriétaire de la seule région dont il n'a pas encore la main mise, les montagnes. Cette région, ce relief qu'ils ont toujours redouté et dont ils ne pourront jamais avoir raison. Par contre, maintenant qu'il sera vidé de sa population, ils vont se l'approprier à 2 centimes près. Si on vide la Kabylie, on aurait tout perdu. Parce que notre Kabylie, c'est d'abord ce climat, ce relief, ces conditions de vie, et cette façon de vivre, et cette philosophie de vie que nous avons toujours eue depuis des millénaires. Ce sont 3 scénarios cauchemardesques, machiavéliques, mercantilistes, mais malheureusement tendent de jour en jour à s'avérer être une réalité et être les véritables visées d'une oligarchie affamée et assoiffée d'une chose suprême, celle d'avoir raison de cette région rebelle qui lui a toujours tenu tête, et sans elle, il n'aura jamais l'Algérie. Voilà pourquoi nous devons résister. Voilà pourquoi nous devons, pour revenir à l'assassinat du chanteur et poète Djamel Ben Ismaïl de Djilfa, de Liana, nous devons demander à ce que la vérité et la lumière soient faites sur son assassinat. Nous, citoyens et habitants de cette région, même si ce jeu est tombé sur notre territoire, donc un territoire, nous sommes obligés d'assumer son assassinat parce qu'il est mort chez nous. Mais à part ça, ni notre culture, ni notre race, ni notre philosophie de vie, ni nos positions politiques, ni notre tempérament et notre esprit, ni notre éducation, ni notre façon de faire de la politique et de combat, ni notre résistance vis-à-vis du système n'ont jamais permis
de faire un ignoble crime comme celui-là. Nous le considérons comme étant des nôtres, mais nous sommes obligés de dire aujourd'hui une vérité qui peut ne pas faire plaisir. Nous n'avons absolument rien à voir avec ce crime. Et nous ne pouvons en aucun cas présenter des excuses pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Par contre, nous voulons que toute la vérité soit faite et nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille qui a fait preuve humblement d'une position honorable et vraiment algérienne. Et puisqu'on parle justement de la pensée kabyle tout à l'heure, je pense, moi, et je suis convaincu, et ce n'est pas du populisme, et ce n'est pas pour plaire, je n'ai jamais essayé de plaire, et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Je suis convaincu que la pensée kabyle rejoint la pensée algérienne sur plusieurs points, suffisamment pour que nous puissions rêver à ce que les Kabyles et le reste des Algériens puissent réellement vivre heureux, ensemble et en toute harmonie, à condition que l'État jacobin ne soit plus le maître, et ne réussisse plus à faire la zizanie et le diviser pour régner entre les Kabyles et le reste de l'Algérie, tantôt, et en d'autres époques, entre le Mouzabite et le reste de l'Algérie, et en d'autres époques, entre le Chaoui et le reste de l'Algérie, etc. Soyons vigilants. Soyons vigilants, nos ancêtres, ce sont les Saint Augustin qui a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Nos ancêtres, ce sont les Abans qui ont réussi à fédérer toutes les forces vives, aussi contradictoires soient-elles, pour que nous puissions avoir une Algérie. Le véritable constructeur de l'Algérie, politiquement parlant, c'est Ben Armdan, et il est comme par hasard de la région qu'on accuse maintenant d'être une région assassine. Que ceux qui nous accusent répondent à cette question. Pourquoi vous avez caché toutes les vidéos qui montrent pourtant des personnes avec preuve visuelle qu'ils sont les auteurs de ce crime? Et nous devons chercher après leur identité, leur appartenance politique et à la classe sociale à laquelle ils appartiennent, mais surtout d'où est-ce qu'ils tirent leur salaire, c'est-à-dire qu'ils sont employés chez qui. De tout ça, nous allons savoir qui a réellement tué et pourquoi. Mais le plus dramatique, c'est le phénomène lui-même dans sa globalité, parce que moi je n'arrive pas à dissocier l'assassinat d'une personne de la mort. Même eux, ils étaient morts calcinés par le feu, en essayant l'un pour sauver son cheptel, l'autre pour sauver ses enfants, d'autres, ils ont été emportés par le feu parce qu'ils essayaient d'éteindre, etc. Il y a des morts dans l'institution militaire, des morts parmi la population et des morts parmi ceux qui sont venus prêter main forte à cette région sinistrée. Cet événement qui restera dans les annales de l'histoire comme étant la guerre contre la Kabylie, c'est une guerre non pas par les armes ou par la répression comme ça s'est produit depuis des années, mais cette fois-ci c'est par le feu, et un feu provoqué, alimenté et puis surtout saupoudré. Les produits qu'on a ajoutés ont fait que la fumée a tué plus que le feu lui-même. Il a fait plus de mal que le feu lui-même. Si nous avions des enquêteurs fiables et impartiaux, des gens neutres et indépendants, ou si l'État pouvait laisser les gens travailler d'une façon objective et indépendamment de l'appareil et des ordres du téléphone,
nous allons, après les études de la cage thoracique et du système respiratoire, nous rendre compte qu'il y aura beaucoup plus de morts que maintenant dans les mois à venir parce que les répercussions de tout ce que nous avons respiré comme fumée va être désastreux sur le plan santé. Et puis on n'est qu'au début de la tragédie parce que maintenant que nous n'avons ni eau, ni électricité, ni produits alimentaires, ni emploi, parce qu'il ne faudra pas oublier que les apiculteurs ont perdu leurs abeilles et leurs essaims à quelques jours de la récolte. Pour certains, ça dépend du relief, ça dépend aussi de la hauteur et de l'altitude et de l'endroit. Les gens qui avaient des bêtes qui laissaient libres dans les montagnes, ils ont toutes péri. Ils ont donc perdu leur fortune, enfin, leur capital et puis leur bête et leur métier avec ça. Les gens qui relevaient des plantes médicinales de la montagne pour les proposer aux malades et qui avaient beaucoup de clients, ils ont perdu toute cette science et ils ont perdu leurs clients et ils ont perdu leur métier et donc leur source d'argent. Les propriétaires de pépinières ne pourront plus travailler avec les chaleurs qui sont passées. Aucun n'a réussi à maintenir les plantes en vie. Avec les chaleurs très élevées, beaucoup de plantes ont péri. Tous ces artisans, tous ces paysans qui avaient une culture ménagère, ils avaient un potager à côté de la maison, n'ont pas réussi à maintenir l'irrigation de leur petit potager. Donc, ils ne pourront plus avoir ce petit plus devant un maigre salaire. Tous ces agriculteurs qui ont planté en croyant pouvoir cueillir de l'huile, toutes ces huileries qui emploient des saisonniers dans les villages et qui n'attendent que cette saison pour travailler, pour récolter ce qu'ils peuvent consommer pendant toute l'année, parce qu'ils ne travaillent que 3 mois par année. Ils n'ont plus de job. Tous ces tailleurs, tous ces gens qui font la greffe, tous ces gens qui piochent les champs, c'est-à-dire un journalier, qui sont très nombreux dans les villages et qui travaillent chez les autres, les grands propriétaires, pour qu'ils puissent gagner leur vie. Ils n'ont plus de job. Et la déstructuration du tissu social et de toutes ces relations. Parce que quand le village va se vider, la pensée, les us, les coutumes, les traditions, l'échelle de valeur va disparaître dès que le citoyen du village quittera son village. Nous redeviendrons ou nous deviendrons de simples et ordinaires citoyens qui pourront plus avoir le courage de marcher ou de faire face à une répression. Nous ne serons plus cette avant-garde de revendication. Nous ne serons plus l'ahrar dont toute l'Algérie est fière. Si nous n'arrivons pas à sauver la Kabylie des flammes, nous disparaîtrons dans notre âme. Il ne restera que le squelette et le corps. Ils ne seront comme tous ceux que l'État, à travers ses représentants sur le terrain, gifle à longueur de la journée sans que l'individu lève les yeux, même si c'est lui qui a raison. Nous serons alors ce jour-là devenus des terriens ordinaires et nous cesserons d'être les descendants de Massinistes. Alors, constituons-nous en comité de veille et protégeons-nous jeunes
des manipulations. Si vous avez remarqué, je ne me suis pas approfondi sur l'affaire de jeunes qui a été calciné et pourtant j'ai beaucoup d'éléments, d'informations. Parce qu'au fait, il faut dépassionner le débat, il faut faire ce que l'État est censé faire, mais qui ne fera jamais une enquête réelle, objective et au profit des victimes véritables. Mais d'ici là, constituons-nous en comité de veille. Si les comités de village existants ne pourront pas assumer des tâches politiques, ils peuvent rester dans leur fonction actuelle, mais permettre à d'autres commissions issues de leur rang ou issues des rangs des villageois, mais des réunions que le comité actuel doit provoquer. Ce sont eux les instances élues. Vous devez provoquer des réunions des assemblées pour justement solliciter les plus sages et les plus à même à ramener l'idée qui fera la différence. Et chaque daïra aura une coordination, un comité de sages, un comité de citoyens qui à chaque fois aura la rapidité d'intervenir avant que ce soit trop tard. Parce que si jamais il y aurait encore un autre crime, tout le monde sait qui est derrière ces crimes et qui est derrière la manipulation. Mais si nous nous laissons faire, il y aura encore de la manipulation et cette fois-ci, l'histoire ne nous pardonnera pas. Maintenant, nous avons les vidéos. La prochaine fois, les gens vont éviter, vont être plus intelligents. Ils vont faire de sorte à ce que leur forfait soit commis sans filmage, sans témoin. Et ils peuvent, ils peuvent inculper et accuser tous ceux qu'ils veulent. Et comme on dit, quand on veut plus de son chien, on l'accuse de rage. Si nous voulons salir une région qui a été exemplaire sur tous les plans, nous devons lui trouver quelque chose, quitte à le monter de toutes pièces. Certes que les châteaux de cartes ne résistent pas longtemps, mais les gens qui sont derrière, qui ont orchestré le crime de Djemel et qui ont voulu que les Kabyles portent le chapeau, ils ont besoin que de 3 jours. D'ailleurs, ils ont presque réussi leur coup. Heureusement, contrairement à ce que dit le chef de l'État, heureusement que les réseaux sociaux et l'Internet est là. Il nous permet de parler. Il nous permet de décompresser et de décompenser. Il nous permet de continuer la conscientisation dont on a été empêché avec l'arrêt des marches hebdomadaires. Les réseaux sociaux et l'Internet et tout ce qui, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas entre les mains des institutions, parce que il est en dehors de leur champ d'intervention. Ça dépasse leurs autorités. Il faut intervenir au niveau du satellite, il faut intervenir au niveau des propriétaires et Facebook. Il est difficile quand même à manipuler à ce niveau. Et puis, il faut aussi mettre le paquet en échange. Il faut compenser ce qu'ils peuvent perdre. Donc, c'est un truc très commercial et puis il y a même des lois internationales. On ne peut pas corrompre l'ONU, le Conseil européen. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'instances qui sont obligées de manipuler pour faire taire tous ceux qui interviennent à travers Facebook. Et justement, grâce à ces espaces, contrairement au chef de l'État qui nous les déconseille, grâce à ces espaces, nous devons en temps réel intervenir là où il y a manque, insuffisance ou tentative de manipulation. Il est urgent de passer dans les villages pour sensibiliser, pour qu'il y ait une réunion à grande échelle qui va toucher toutes les daïras de la wilaya,
pour que nous puissions faire un haut conseil de sages, qui sera un même, d'intervenir, ne serait-ce qu'à titre consultatif, juste pour proposer auprès des autorités locales, comme par exemple les collectivités locales, par rapport à toutes ces tentatives dont nous faisons objet. Grâce à l'anticipation, grâce à l'actualisation de l'information d'une façon permanente et continuelle, nous pouvons agir avant que des choses, des événements fâcheux se produisent et qui auront raison de nous. Et dont le seul vainqueur serait malheureusement, et à notre détriment, l'oligarchie. Alors, essayons de faire échouer ce plan machiavélique encastré par l'oligarchie en essayant de nous unir et de ne faire qu'une seule main pour mieux frapper et pour atteindre notre objectif, c'est de nous gouverner par nous-mêmes, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une politique des régions. Comme ça, rendez-vous est donné pour dans les jours qui viennent pour que nous puissions nous voir, nous entretenir et nous entendre sur un minimum. Parce que c'est le mouhal, avec tout ce qui nous unit, que nous ne puissions pas trouver un terrain d'entente. À bon entendeur, au Seigneur.